Bonsoir à tous, nous sommes le 30 mai 2024. Vous pourrez aller voter pour votre député européen le 9 juin prochain. Merci beaucoup de votre présence, c'est vraiment super. Voilà, c'est trop chouette de pouvoir faire ce genre d'événement grâce à la DAGP et qu'il y ait du monde et que les artistes soient là. Et merci trop. Alors il manque Marlène Moquet qui va arriver de manière discrète. Comme on va faire une carte blanche sur le temps, c'est très bien. Ah bah voilà, Marlène, trop bien. Bah, vas-y, tu peux arrive, voilà. Comme une reine. Bien joué. N'hésite pas à déposer tes affaires si tu veux. Voilà. Bah voilà, c'est exactement ce que je venais de dire. Bien joué. Donc merci beaucoup à la DAGP pour sa carte blanche à l'émission Les Apparences. Donc Les Apparences, c'est une chaîne Twitch, YouTube d'interviews de peintres contemporains de la scène française d'une centaine de vidéos, de 5 de peinture qui ont marqué leur parcours à des influences ou des dégoûts. Il s'agit de déployer l'univers de l'artiste de manière sérieuse mais décontractée en 1 heure pour mieux voir et sentir son œuvre. 87 interviews à date. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de vous présenter très succinctement les peintres qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation, puisque vous pouvez les retrouver sur une durée plus longue dans leurs interviews respectives des Apparences, les artistes, donc Maud Maris, Romain Bernini, Marlène Moquet, Laurent Proulx et Apollonia Sokol. Voilà, ils sont tous là. Donc aujourd'hui, nous allons faire une discussion autour du temps dans la peinture, en restant d'un point de vue matérialiste, du point de vue de la fabrique. Il s'agira de décrire les différents protocoles, contraintes matérielles liées au temps qui produisent tout autant le tableau que l'artiste lui-même. Séchage, pression économique de production, accident ou sacrifice au détail, résidence ou mise au vert, autant d'éléments influençant pratiquement la temporalité contenue dans le tableau. Les peintres le savent, ce qui coûte cher pour faire un tableau, ce n'est pas d'abord le matériel de peinture, mais bien le privilège du temps et de l'espace de l'atelier. Ce temps est alors incarné dans le tableau, fulgurant ou chargé, frais ou saturé. Il y a le hors-champ de la vie quotidienne, des doutes, des ratages ou autres essais, mais la peinture reste un art du réel. Il s'agit de faire un objet concret avec des matériaux concrets, et le côté performatif de l'acte de peindre se ressent alors, inscrit dans le tableau. On pourrait considérer le temps comme un élément matériel de plus à la palette du peintre. La temporalité contenue dans le tableau, un élément de plus. C'est fort le micro ? Peut-être tu peux baisser un peu ? On y arrive. C'est moi ou c'est mon côté, excusez-moi, c'est mon côté Aznavour. Ouais. Là ça va ? C'est bon ? C'est moi ? Ouais, on fait comme ça. Là c'est bon ? Ok, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On pourrait considérer le temps comme un élément matériel de plus à la palette du peintre, la temporalité contenue dans le tableau, un élément de plus de son style. C'était le seul moment où j'étais intelligent de la soirée. Merci à Apollonia d'avoir cassé moi. Donc on va commencer, et donc je vais vous demander à chacun, non mais t'inquiète pas, je vais vous demander à chacun comment sait-on combien de temps on va mettre à faire un tableau, parce que c'est une vraie question, la temporalité, quand on commence un tableau, on ne sait vraiment pas trop comment on le finit et tout ça, donc c'est une expérience un peu étrange de savoir sa temporalité. Vous êtes 5 artistes quand même professionnels aujourd'hui, donc vous avez un peu une idée du temps de votre tableau, donc on va commencer avec Maud. Maud, est-ce que tu peux un peu nous décrire comment tu as su quelle était la temporalité de tes tableaux, sachant qu'en plus tu as changé un petit peu de manière, mais de manière générale, comment ça s'est dessiné pour toi, cette question-là ? Bonsoir, on m'entend bien ? Donc merci Thomas pour ton invitation, merci à la DAGP et merci à tout le monde d'être là. Alors oui, effectivement, comme tu as dit et comme peut-être on va le voir sur les images, j'ai récemment ouvert ma pratique, donc qui reposait sur un protocole, en fait, sur un processus de travail, donc, à savoir fabriquer en fait le sujet de ma peinture, et donc de passer par plusieurs étapes, qui étaient l'étape du moulage de petits objets, puis d'une mise en scène photographique de ces objets, et ensuite de l'acte de peindre à partir de photographies. Et donc j'ai envie de dire que déjà la question du temps, elle est directement reliée à la question de l'espace, et que ce soit l'espace de l'atelier ou l'espace du tableau. Et en l'occurrence, pour moi, là, ce dont je peux parler, c'est effectivement le passage d'une peinture d'après la photographie et une peinture qui est générée autrement, qui n'est plus générée par une photographie. Et donc là, effectivement, les paramètres de l'espace, si on veut parler de l'espace du tableau, eh bien, avec la photographie, pour moi, il s'agissait plutôt d'un espace perspectif. Et c'est passé à un espace peut-être justement plutôt en profondeur, en recouvrement, en fait, puisque n'ayant plus la photographie comme point de départ, je n'ai plus
je ne sais plus à quoi va ressembler le tableau, en fait. Et donc, ce tableau peut passer par des étapes de recouvrement et d'hésitation qu'il n'y avait pas. Donc là, c'est la première version, la première manière, on va dire, de Maud. Voilà. Et Nils, si tu peux nous mettre le cheval de la fin. Voilà. Attention, ça. ça... Et voilà. Là, ça a changé il y a 2 ans, un truc comme ça. Bah, en fait, on reviendra dessus. En fait, ça fait de nombreuses années que la transition, on va dire, est en cours. Mais comme je n'ai pas montré en fait tous les tableaux, j'ai très peu montré tous les tableaux qui m'ont amené à cette nouvelle façon de peindre. Donc le contraste peut paraître un peu brusque. Et là, dans ce changement de manière, est-ce que le temps a changé? Est-ce que ta manière de... Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire t'allais plus vite? Par exemple, ce tableau s'est fait sur 1 année. Ah oui, donc c'est plus lentement en fait. Et passé par peut-être 5 autres tableaux en dessous. D'accord. Voilà. Et ce tableau, en fait, ne part absolument pas d'une photographie, mais part de dessins, de souvenirs. Donc ça monte comme ça, plus doucement encore que... Mais il y a des temps de... Voilà. C'est pas que des temps de peinture. Il y a beaucoup de temps où tu laisses le tableau reposer. Tout à fait. D'accord. Et donc effectivement, après, pour parler de l'espace de l'atelier, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, effectivement, c'est aussi un contexte qui change aussi complètement le travail. Ça, on va en parler tout à l'heure. Alors Romain, toi, le temps de tes tableaux, comment ça se joue? Parce que dans les tableaux, on voit il y a souvent des grands gestes comme ça, il y a des giclures, il y a des grands gestes, et puis après, d'un coup, il y a de la précision à des endroits, il y a des nœuds de précision. Comment tu peux décrire ça? Alors moi, j'ai identifié 3 moments dans l'élaboration des tableaux. Il y a un premier moment que j'appellerais celui de la nécessité ou du courage. C'est avant de peindre, c'est-à-dire se dire qu'il vaut mieux qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et ce temps-là, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut prendre 10 minutes comme des années. Et pour moi, c'est une sorte de sédimentation. C'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire on peut tomber amoureux en un flash où ça peut prendre des années, ça peut venir d'une lecture, d'une vision, d'une œuvre rencontrée. Et à un moment, il y a cette nécessité de faire quelque chose plutôt que rien. Donc moi, ce temps-là, voilà, il est dilaté et je ne peux pas vous dire si c'est 10 minutes ou 10 ans. Ensuite, il y a le temps de la peinture elle-même qui n'est pas programmatique, mais qui est le moment d'une dépose de cette nécessité-là, où là, il y a des vraies questions de peinture, de format, de couleur, de composition, de gestes, de vivacité, de rapport au réalisme, à l'abstraction. Et ce temps-là, en général, il peut être assez rapide. On va dire, donc pour un truc très prosaïque, en gros, moi, je fais à peu près 20-25 tableaux par an. Et donc, il y a ce temps vraiment de peinture de l'atelier. Et il y a un dernier moment, moi, qui vient achever le tableau. C'est le temps, on pourrait dire, du drame, de la grâce ou de l'aura. C'est-à-dire que tout est là. Vous avez le tableau qui est presque là, mais à un moment, il faut parvenir à le faire basculer, à le faire résister, à le faire douter. Donc ça peut passer par un hasard, par un accident, par un effacement, par un détail. Alors moi, ça, je ne sais jamais si c'est réussi ou pas, et puis ce n'est pas tout à fait à moi de le dire. Mais voilà, moi, j'ai identifié ces 3 temps de l'atelier. Nécessité, peinture elle-même et le moment de bascule de grâce ou d'aura. On pourra en reparler. Évidemment, c'est des moments spécifiques et il y a toujours cette idée de résister à des contingences extérieures qui viennent nous troubler dans cette relation un peu intime à la peinture qui est nécessaire pour ensuite la donner au monde. Super. Et on va passer à Marlène Moquet. Donc Marlène, toi, tu as un énorme atelier avec des tableaux très germinatifs. Donc j'imagine que ça pousse comme ça au fur et à mesure. Comment tu gères ce temps-là? Eh bien, en fait, je ne sais pas si je vais être hors sujet ou pas. T'es en retard déjà. Déjà, je suis en retard. Alors si en plus je suis hors sujet, ça fait beaucoup de choses qui est dans le mauvais timing. Oui, moi je vois la peinture un peu comme un organe et qui interagit avec les autres organes. Et donc, du coup, pour parler plutôt de l'histoire, de mon parcours,
qui évidemment a fait évoluer le temps, la réalisation de ma peinture. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je faisais plusieurs peintures par jour, un peu comme un acteur qui a une intuition un peu vitale comme ça, à donner une émotion dans l'urgence. Et puis ensuite, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu une invitation de la résidence de la Manufacture de Sèvres. Ça, on en parlera après si ça te va. Mais, donc je m'arrête là tout de suite. Non. Bon, alors, si tu veux en parler, vas-y. Ok, pas besoin de... Et donc... Elle me casse mon truc direct. Vas-y. Mais après, je peux parler de ce moment-là. Non, vas-y. Et donc la résidence de la Manufacture de Sèvres, où vraiment le temps est complètement... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la Manufacture de Sèvres, mais c'est un temps qui est complètement arrêté. Depuis des siècles, on a l'impression de rentrer dans un film historique qui vit encore. Enfin bon, bref. Et donc j'ai été complètement happée. Je me suis autorisée en fait à prendre le temps pour une fois, et ça a transformé mon rapport à l'œuvre. Mais non, là j'arrête parce qu'après j'ai encore une autre histoire à raconter. Vas-y, continue. Mais aujourd'hui, je fais une synthèse parce que j'ai 44 ans, parce que j'ai perdu des gens. À 44 ans, on perd tous des personnes proches. Et qu'à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de retomber en enfance, j'ai envie de retrouver de l'insouciance, j'ai envie de revenir à des émotions pures. De là à faire une peinture par jour, je l'envisage, mais pas tout de suite. Il va me falloir un petit temps encore. Okay. Donc voilà. Donc le rapport au temps, il est, je pense que il est complètement différent propre à chacun en fait. Je pense que la procrastination, tout le monde la vit. Est-ce qu'elle est constructive ou pas? À chacun de voir vis-à-vis de sa culpabilité. Moi, je sais que je me flagelle, c'est l'horreur. Moi, je fais des stories. Ouais. Pardon? Je fais des stories Instagram. Moi, Ouais. Voilà, tu vois. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le temps de la peinture, évidemment. Ça tombe bien, on a 1 heure. Et donc là, maintenant, on va écouter Laurent. Bon, ça marche. Ouais, ça marche. Donc, c'est mon tour. Laurent Proux. Ouais. Donc moi, ce que je peux dire sur mon rapport au temps et comment ça constitue mon travail, c'est que j'ai commencé par peindre, du coup on le voit avec les visuels, au départ des espaces de travail. Et c'était vraiment immédiatement en sortant des Beaux-Arts. Et j'avais envie je pense à l'époque, de pas me situer dans un temps justement... artistique, dans un temps de mon goût, de mon désir et tout ça. Et j'avais besoin de me caler sur des horaires de travail. Donc en plus, je travaillais dans un espace industriel. J'avais un atelier là-dedans. À Pantin, ouais. Et donc, du coup, je me calais, en fait, sur les arrivées le matin. Mais vraiment, comme ça, j'allais prendre mon sandwich. Et en fait, j'aimais bien être, comme une espèce de passager clandestin, de prendre le métro bondé et tout ça. Et d'arriver à l'atelier, de voir les gens qui se disent bonjour et tout, de presque dire bonjour. Et ensuite, j'entrais dans mon atelier. Et là, c'était le moment où mon temps se séparait. Et où je commençais effectivement à construire une sorte de chose qui serait comme un contre-travail, ou comme un travail qui commencerait à construire des lois un peu différentes. Et ensuite, au bout d'un moment, dans mon travail est arrivée la figure. Je le fais rapidement, mais c'est ça qui s'est produit. Et ce à quoi j'avais pensé aussi, du coup, vous raconter, c'est que c'est un moment où je travaillais de nuit. Et donc, du coup, je vivais la nuit et je dormais le jour. Et cette espèce d'intimité de la nuit et de la peinture, pour le coup, ça m'a permis de m'autoriser quelque part à faire entrer la figure dans mon travail. Et peut-être la dernière chose que je pourrais raconter sur cet emploi du temps, alors d'un coup me revient une phrase de Barnett Newman qui dit « L'espace est commun et le temps est individuel ».
Et en fait, c'est qu'à un moment, je me suis mis aussi à, comment dire, déjà à changer d'atelier et avoir un atelier un peu plus grand et à pouvoir peindre plusieurs tableaux en même temps. Et du coup, ce qui s'est produit, et ça c'est vraiment ce qui se produit maintenant pour moi dans mon expérience du temps, c'est que j'ai l'impression d'un temps continu qui traverse... en fait, comment dire, très concrètement, je fais une journée de peinture, je rentre le soir, voilà, j'ai ma vie et tout ça. Et quand je reviens le lendemain, j'ai l'impression que c'est exactement le même temps qui reprend. Et un peu comme, vous savez, dans les théories un peu surréalistes sur le rêve, comme si le rêve était un espace continu, comme si c'était une sorte de seconde vie, ou une sorte voilà, d'espace un peu onirique, mais qu'est-ce qui est l'illusion de quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vie vécue qui est un rêve, ou est-ce que c'est le rêve qui est une vie vécue? Et j'ai un peu ce sentiment-là en peinture, c'est-à-dire que la peinture devient son propre temps, et ça devient un temps qui traverse le temps. Voilà ce que je peux raconter. Trop bien. Et maintenant Apollonia. Alors Apollonia Sokol. Donc il y a eu un film qui a été réalisé sur toi par Léa Golub. Globe. Voilà, super. J'aurais dû prendre une note. Léon Golub et Léa Globe. Et dans ce film qui est très très émouvant, où j'ai pleuré à peu près 25 fois, je suis obligé de le dire. On te voit batailler avec cette question du temps justement dans ta peinture, puisque tu as des pressions économiques, il y a des fois où tu sens bien que tu aurais bien travaillé plus. Tu es aussi connu pour te retrouver au milieu des expositions à peindre devant les gens presque à 17h, alors que le vernissage est à 18h. C'est arrivé notamment au MoCo récemment. Ouais, j'étais là, je t'ai vu. Je balance. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Allô, ça marche? Merci Thomas pour cette balance. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est considéré pas très professionnel, hein, de terminer le tableau le jour J dans la salle d'exposition. Et les institutions qui m'invitent, ont la gentillesse d'accepter parce que je suis tout le temps en retard. Mais je suis pas la seule. Donc. Mais en vrai, ils aiment ça. Hein. Ouais. Et je vacille aussi entre ces grands moments d'hyperactivité, en fait, qui sont poussés sans doute par le désespoir et la précarité, très certainement également. Et ces longs moments, ces longues plages de procrastination dépressive qui sont finalement nécessaires à la pression. Il y a la pression, la dépression, puis on repasse à la pression. Et donc c'est un petit peu ce que disait Marlène Moquet, je pense. Enfin, en tous les cas, je reconnaissais quelque chose de ça par rapport à la procrastination. Et moi, j'ai rapidement appris à me déculpabiliser de cette chose, en me disant voilà, que même quand je peins pas, finalement, je peins. Et puis, ainsi va la vie, quoi. Je pourrais être en HP. Bon, maintenant, il se trouve que je procrastine et je vais peindre, donc c'est plutôt pas mal comme solution. Mais c'est vrai que sur la durée, le corps et l'âme ne tiennent pas vraiment le coup, en fait. Là, je commence à sentir qu'on s'enlaidit, qu'on devient de plus en plus malade du fait de ces temporalités différentes et de cette constante lutte et résilience, en fait, à laquelle moi, en tout cas, je passe tout le temps par ces épreuves. Et donc là, je travaille énormément sur moi-même pour trouver un équilibre. J'ai toujours pas compris comment ça marche et ce que c'est et comment on peut trouver cet équilibre. Donc ça passe, ma recherche, ça passe par les médiums, des hypnotiseuses, des sorcières, des différentes thérapies. J'arrive toujours pas. Je sais que il y a une dissociation qui se fait entre mon corps mortel et mon travail qui est donc mon corps mortel est au service de ce travail. Et ce temps, justement, comme tu disais, de la peinture qui est hors du temps, quelque part, et comme si le corps mortel était là pour rejoindre ce temps hors du temps. Je trouve ça assez beau, ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, autrement, comment je fais un tableau? J'en fais 10 ou 20 en même temps. Et comme c'est de la peinture à l'huile, les temps de séchage sont très longs. On dit que ça devrait durer à peu près une semaine entre chaque couche, alors qu'en vérité, le capitalisme veut que ça dure 2 jours, ou 1. Et donc on est aussi en train de faire un truc qui est hors de notre temps, quoi, hors de notre époque quelque part, parce que la peinture à l'huile c'est quand même complètement anachronique, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution. Si on fait 30 tableaux en même temps, ça tourne et on peut passer d'un tableau à l'autre pendant que les autres sèchent. Mais alors après, ça fait un temps de peinture beaucoup plus long, parce que du coup un tableau qu'on aurait pu faire en 1 an, on le fait en 3 ans, puisqu'on en a 30 autres en même temps. Voilà.
Ça, justement, je pense à un critique d'art, Alain Berland, qui parlait d'images patientes, par rapport à toutes les images, le flux d'images, le supermarché des images qu'il y a aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va faire un peu plus chill, pas chacun son tour, mais c'est comme vous voulez. Et justement, j'aurais bien voulu parler du fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps d'atelier où moi, en tout cas, je trouve qu'en tant que praticien de la peinture, une des praticiens de la peinture, c'est un mec très sérieux, alors c'est bon, voilà. C'est le plaisir de peindre, c'est aussi le plaisir de tuer le temps. C'est-à-dire d'un coup qu'on adhère presque au réel, où on adhère. Enfin, je trouve qu'il y a un plaisir comme ça où à pas savoir les heures qui passent, à pas forcément compter ces choses-là et tout ça. Est-ce que vous avez le même sentiment ou c'est très personnel? Enfin, je pense qu'il y a un sentiment océanique comme ça à peindre où on se laisse compte dans la concentration et d'un coup le temps est nié, quoi. Voilà, parce que alors toi, tu as des heures de bureau, donc peut-être que ça se coupe. Tu mets le réveil et tout ça ou J'ai eu. Ah oui, voilà, c'est ça. Maintenant, là, dans la nuit, j'imagine que la nuit, c'est aussi un moment où d'un coup, on n'est plus arrêté. On n'est plus arrêté par les coups de téléphone des gens, par le fait d'aller manger et tout ça. Et justement, c'est un temps infini de la nuit qui est quand même hyper agréable. Ça me fait penser à un truc très concret. C'est que je pense qu'on l'a tous vécu à l'atelier. C'est quand on travaille longtemps que la nuit tombe et qu'on n'allume pas la lumière encore. Et il y a un moment qui est génial de voir la lumière lentement s'affaiblir, mourir. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des représentations de choses assez figuratives et tout ça, mais assez volumétriques aussi dans l'espace du tableau. Et en fait, j'ai la sensation que quelque chose de la surface du tableau disparaît. Et c'est un moment que j'adore parce que j'ai l'impression que quelque part, c'est comme si les tableaux s'ouvraient et comme si les figures pouvaient un peu commencer à sortir, aller se balader ou que moi je pouvais les rejoindre. Il y a quelque chose d'assez magique comme ça dans la tombée de la nuit, dans cette espèce d'élément de surface qui disparaît avec la lumière qui baisse, la lumière qui tombe. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Mais justement, le lendemain, quand tu regardes ton tableau à la lumière du jour, t'es pas complètement... tu le recommences pas à zéro, c'est-à-dire que le temps et la lumière, du coup... Oui, c'est des belles paroles, mais pas des belles peintures, quoi. Ça arrive tout le temps d'avoir cet effet-là. Oui, c'est-à-dire que effectivement, je préfère maintenant travailler le soir et j'ai ce problème de lumière. C'est que le lendemain, il faut recommencer à zéro quasiment parce que la lumière est différente, c'est un autre tableau. Donc je sais pas si vous avez... Mais, moi, dans ce que vous dites, je perçois la notion de sacrifice de différentes façons, mais j'ai l'impression qu'on a tous ce rapport-là presque tragique à la fois à son propre temps, dans l'optique aussi d'un partage par la suite, mais qu'est-ce que vous en dites de ça, de ce rapport sacrificiel comme... Pour faire des choses sacrées. Parce que la définition du sacré, c'est qu'on a fait justement un sacrifice. Donc Apollonia, peut-être. Qu'est-ce que j'ai sacrifié, moi? Non, mais par exemple, dans le film de Léa Golub, de Léa Globe, j'y arrive pas. On te voit, tu racontes ça, tu racontes à quel point tu as souffert, que d'un coup tu te retrouves, je sais pas, t'es à Los Angeles, et t'es au bord d'un atelier complètement enfermé dans une boîte et tu dois pas sortir de l'atelier pendant un mois. Enfin, ce truc-là de se donner comme ça au tableau ou à faire des choses, et puis évidemment, on donne sa livre de chair dans l'histoire, quoi. Il y a quand même... non ? Tu veux pas? Moi, je disais ça parce que j'ai l'impression que la peinture, faut que ça coûte. Faut que ça coûte quelque chose. Faut qu'il y ait un enjeu existentiel. Psychologiquement, physiquement, faut qu'il y ait du temps mis, faut qu'il y ait une dépose, il faut qu'il y ait un coup comme un potlatch où c'est un peu le coup est un peu trop fort. Un potlatch, c'est un échange, ça vient de. C'est un don, c'est un. Ouais, un don contre don, et c'est Marcel Mauss. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que il y a cette idée du et le temps rentre là-dedans. Il faut donner plus que ce qu'on pourrait jusqu'à plus tard. Moi, je sais que par exemple, j'aime beaucoup peindre quand je me dis que tout le monde dort, ou le dimanche matin très tôt, ou un moment où tout le monde fait la fête. Moi, mes meilleures séances de peinture, c'est pendant la fête de la musique. 14 juillet, très bon moment de peinture. Aussi, voilà. Je sais pas, quand on voit le feu d'artifice par l'atelier comme ça. Là, je me dis, là, il se passe vraiment quelque chose d'intense, ce qui est complètement faux, mais j'ai cette sensation-là d'un sacrifice un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. T'es peut-être moins Doloris, Maud Ouais, c'est vrai, je me reconnais. Non, je me reconnais plutôt dans cette histoire de culpabilité, effectivement. Ouais. En fait, si on peint pas, tout ce qu'on fait d'autre, on se dit, c'est tout ce temps passé à ne pas peindre, en fait. Et effectivement, il faut se libérer de ça, parce que moi, ça m'arrive de plus en plus souvent de peindre, peut-être même des fois 5 minutes par jour.
mais ça suffit. C'est vraiment les 5 minutes qu'il fallait aujourd'hui, et tout le reste du temps, c'est ce qui nourrit la peinture. Mais on est d'accord qu'à ce moment-là, ces 5 minutes-là peintes dans ton tableau, ils sont inscrits cette durée-là dans le tableau. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a la trace, ça se sent que ça pas. On peut pas mentir en peinture. On pourrait peut-être mentir en musique ou je sais pas en écriture ou tout ça. Là, le fait est que le temps, il est inclus dans la trace, dans la matérialité même de la matière, quoi. Je pense à tes tableaux où on voit bien que tu as Marlène, où on voit bien que si tu as des milliers de petits personnages très spectaculaires comme ça, tu y allais, quoi. Oui, mais après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que j'ai pas vraiment de réponse autoritaire et définitive sur le symptôme. J'appellerais ça un symptôme du temps, parce que en fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait pas de labeur, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait que des moments de joie et de grâce, comme un enfant qui prend un bout de papier et qui ne se pose aucune question, parce que justement, il n'y a pas l'enjeu du marché, il n'y a pas le cheminement aussi du parcours artistique qui est en place, et toutes les questions que cela impose. Le corpus n'est pas, quand je parlais d'organes tout à l'heure, il n'est pas encore, c'est un fœtus. À ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus un fœtus. Donc, la question du temps, aujourd'hui, je ne pourrais pas la définir comme je la définissais à mes débuts, puisque aujourd'hui, j'essaye de retomber en enfance. Mais donc, tu cherches à trouver ce plaisir. C'est ça que je veux dire, justement, mais tuer le temps. Non, justement, c'est très tortureux. On cherche à avoir ce plaisir. Mais non, dans son coin là, pour le coup, 8 heures. je cherche à trouver ce que j'ai envie de... Je cherche ce que j'ai envie de toucher du doigt, mais tout ça demande aussi énormément de détermination, de sacrifice. De toute façon, un artiste, évidemment, qui est dans le sacrifice. Parce que je pense que sa vie, elle se met en jeu tous les jours, un peu comme un acteur aussi, où il joue un rôle enfin, le peintre ne joue pas de rôle. J'ai pas dit qu'il jouait un rôle. J'ai simplement dit qu'on se remet tout le temps en question, en fait, et qu'il n'y a pas une peinture derrière une autre. Enfin, en tout cas pour moi, elle ne se ressemble pas. Sans ça, je préférais faire un autre métier. Mais donc il y a de la douleur et évidemment une grande jubilation. Mais rien, enfin l'un ça ne va pas sans l'autre de toute façon. T'as un truc à dire, Paulina ? Ouais, non, j'ai réfléchi justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et puis cette question de notion de sacrifice. Je pense qu'il y a des sacrifiés dans la société aussi. Et je ne crois pas que le peintre se sacrifie ou sacrifie quoi que ce soit. Par contre, je pense qu'il se sauve et que c'est quelque chose de salvateur. Et peut-être que c'est des sacrifiés de la société qui se sauvent comme ils peuvent. Mais avec la peinture, bon, c'est un moyen comme un autre. Tu l'as mieux dit. Non, mais ça rejoint. C'est vrai qu'on pouvait inverser la proposition et dire que en fait, les peintres sacrifient la société. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans un coin, ils sont dans un lieu très protecteur qui est quand même un ventre de baleine ou un truc comme ça qui serait l'atelier, et en fait c'est aussi une manière très agréable de sans vivre. Électricité, sans eau, c'est ouais. parfois le ventre de la baleine, c'est pas toujours de vivre égoïstement, mais c'est une manière aussi de vivre égoïstement en dehors d'un temps qui serait le temps de la société, quoi. Ouais. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un temps truc... pour caser mon truc. Alors je sais pas pour vous mais il y a un truc qu'on dit pas, c'est que quand on arrive à l'atelier, on n'a pas plus envie de travailler que n'importe quel travailleur. Moi, je sais que quand j'arrive à l'atelier, j'épuise tous les passe-temps débiles, toutes les petites choses. J'appelle des gens qui me raccrochent au nez. J'essaie de tout faire pour ne pas me mettre à travailler. Et en fait, jusqu'au moment où ces plaisirs un peu médiocres sont épuisés, du coup commence l'ennui. Et c'est dans l'ennui que apparaît le désir de peindre, en fait. Et c'est important parce que c'est aussi les moments, tous ces petits moments d'ennui, en fait, qui précèdent le travail. Pour moi, c'est des moments qui sont très générateurs de pratiques qui sont à côté
de ce qu'on a l'habitude de faire et de ce pourquoi peut-être on est repéré ou je sais pas quoi, et qui sont en fait les choses qui font évoluer le travail. Moi je sais qu'un peu comme on dit travailler en perruque, en usine, c'est-à-dire des moments où on utilise son lieu de travail pour faire autre chose, qui est en fait le devenir de ce qu'on a à faire en réalité. Donc moi je crois qu'il y a plein de petites subversions dans ces moments d'ennui, ces moments de glande, et je crois que la chose la pire pour un artiste, c'est de ne pas avoir le temps de s'ennuyer. Mais ça, c'est pas juste pour la peinture, hein, c'est pour toute forme pour d'art. tout, ouais. En fait, on a vraiment besoin d'être seul et de ne pas être dérangé. Et quand on appelle les autres, on a besoin qu'ils nous répondent pas, d'ailleurs. C'est mieux s'ils répondent pas au téléphone. Merci de ne pas décrocher. Merci de ne pas décrocher. C'est le cerveau qui essaye de fuir l'effort, en fait. Mais c'est qu'à partir de 4-5 heures à regarder le plafond, Netflix, tous ces trucs-là, qu'on arrive à faire un truc. Mais des fois, il y a quand même un temps qui est un temps de plaisir. On va pas, alors, il faut se donner envie, il faut se faire saliver, comme dirait François Boiron, mais il y a un moment donné où on y est, et quand on y est, c'est quand même assez... Moi, je trouve qu'un des plaisirs... Comment ? On est comme des diesels. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'on a du mal à commencer, une fois qu'on y est, en effet... Là, il y a un plaisir quand même. Oui, quand même, faut pas exagérer. Mais je trouve qu'un des plaisirs, c'est aussi justement de ne pas penser au temps. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Il ne faut pas penser au on temps. s'efface dans la concentration. Il faut éviter aussi de culpabiliser, parce que ça sclérose tout. En fait, dès que moi je commence à culpabiliser, ben c'est fini. Enfin, je peux plier le rideau. Mais quand tu dis culpabiliser, tu culpabilises de quoi ? Tu es en train de Parce peindre que je ne vais pas assez vite, parce qu'il faut faire tant de peintures par an, parce qu'il faut... Mais personne ne me le dicte, hein, c'est moi. Hein, en fait, c'est comme si mes parents étaient... mes parents. C'est comme si mes peintures étaient mes propres parents, quoi. Ils me disaient, bon, maintenant, il faut bien travailler à l'école. Hein. Ouais. Mais dans le sens inverse aussi, il ne faut pas culpabiliser de la vie des mortels, comme je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous attend à la maison, qui veut un truc. Ah ben moi j'ai un fils. Hein. Ah oui, ben voilà, ça aussi c'est très difficile de vivre avec ça, j'imagine, enfin, quand on peint. Et de se dire, non, parce que là pour le coup, là il n'y a plus de forme de culpabilité, parce que tu as une responsabilité. Donc moi je ne vais pas dire, non là tu comprends, j'ai pas bien travaillé, donc maintenant tes pattes, tu te les fais. Ouais. Romain ? Alors moi j'ai 2 fils, donc je culpabilise encore plus, mais c'est l'atelier moi qui me fait culpabiliser. C'est-à-dire que quand je suis avec mes fils, je me dis mais mince... Tu passes pas de temps avec tes enfants ? Si, j'en passe justement, beaucoup. il pense à Donc son après atelier. j'ai pris la solution de peindre à la maison, mais c'est compliqué parce qu'il y a des Playmobil, des trucs, enfin voilà. Et se ménager l'espace comme ça de peinture est un peu compliqué, mais je reviens sur ce que tu disais Thomas sur la phrase d'Alain Berland sur une pratique patiente. C'est tout ce qu'on dit là aussi, c'est peut-être le rapport de rentabilité et d'efficacité qui est absolument pas celui de la peinture. Et donc c'est ce qui nous est quand même demandé, et ce qui est normal puisqu'on a des expositions à des moments, des rendus, je ne sais pas, un catalogue, et de faire rentrer la peinture dans ce temps de l'attente. Moi je parle pas de ça du tout. Non, mais quand on se culpabilise, c'est aussi qu'on n'est pas assez à l'atelier, on n'a pas fait le tableau qu'on voulait. Ouais, mais c'est vraiment à titre donc personnel. C'est ce rapport au temps, moi, qui me... C'est moi vis-à-vis de moi-même. Enfin, je veux dire, c'est la rigueur et l'autorité. Enfin, c'est parce que je suis malade, c'est tout. Et donc dans ce cadre-là, parce qu'on pourrait croire qu'on a une vie comme ça dans l'atelier très simple, très, très douce, tout ça, même si on se plaint déjà, mais il y a en plus la question de la charrette, c'est-à-dire le moment où on a une exposition, le moment où on a plusieurs expositions, le moment où il y a des pressions économiques. Donc ça, je pense encore une fois à ton film Apollonia, où on te voit en train de devoir faire 10 tableaux en un mois, alors que tu en fais 4 d'habitude, et d'un coup, qu'est-ce que ça change et tout ça. Et ça, ils sont très mauvais. Alors ça, tu le dis dans le film, je ne me serais pas autorisé. Mais le fait est que c'est des moments très douloureux. C'est-à-dire souvent on ne dort pas juste avant l'expo, on est en retard, voilà, à peu près tout le monde, on ne va pas se mentir. Mais c'est aussi des moments de liberté, parce que c'est des moments où d'un coup on se permet de faire des raccourcis ou des choses comme ça. C'est aussi des moments qui peuvent être de joie, je trouve. Où d'un coup on se sent plus, on lâche plus les choses par rapport à sa pratique, quoi. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, voilà. Mais moi, ce qui m'a fait assez rire, c'est jusqu'à combien de pourcentage de cicatif on peut mettre dans le médium avant que ça craque. Ouais. Et donc plus on avance, plus on a la limite, plus on met un peu plus, quelques gouttes en plus. Donc moi je sais quand je commence à mettre le cicatif, c'est qu'il y a urgence et qu'il faut faire... Et donc ce qui est bien, c'est qu'il faut prendre des décisions de peinture
plus rapidement, et parfois ça nous aide aussi à éliminer des problèmes qui ne devraient pas... Et toi d'ailleurs Romain, parlons-en, ça t'arrive de faire des installations où tu as le tableau qui est sur un mur, et le mur tu as peint dessus comme ça, comme une giclée, et là d'un coup tu as une journée pour faire le tableau, pour faire le mur, quoi. Ouais. Donc ça, Sinils peut nous montrer s'il y arrive. Alors oui, ça c'est vrai que c'est un temps de peinture complètement autre, qui est public, Voilà. puisque très souvent il y a les régisseurs, il y a les galeristes ou les personnes du centre d'art, donc on n'est plus du tout dans l'intimité de l'atelier. L'idée c'est de faire s'étendre la peinture dans un espace et de faire un peu éclater le cadre, voilà. Mais et c'est vrai que c'est un temps très court qui est dicté par l'allocation du matériel, le gars qui nous aide avec la grue, et donc j'essaye que ça soit un moment de joie, un peu justement pour revenir en enfance, quelque chose où on va s'amuser dans un espace qui nous est donné pour faire ce qui se fait pas, peindre sur les murs, le sol, et voilà. Mais là, t'as pas le choix en plus, c'est-à-dire faut y arriver. Il faut y aller. Ouais. Mais ça, c'est une excitation un peu particulière. C'est un peu flippant, mais quand ça commence à marcher... Encore une fois, c'est le début voilà. qui est dur. Ouais. Toi, Maud, je me souviens de t'avoir appelé juste avant ta dernière exposition à Place de la Valade, où tu avais l'air complètement imprégné dans plus avoir de temps à rien et tout ça. Ça t'arrive aussi ce moment-là? Oui, quand il y a effectivement quand il y a des deadlines comme ça un petit peu juste. Bon, moi je trouve ça très très stimulant. Et après, j'ai l'impression que la question qui se pose à ce moment-là, c'est aussi comme je sais plus qui a parlé du temps de la réflexion. Mais donc c'est aussi la décision de laisser partir ou pas le tableau de l'atelier, c'est-à-dire est-ce qu'on a eu assez de temps déjà pour réussir ce tableau, enfin réussir entre guillemets, mais est-ce qu'on a assez de temps de réflexion après avoir terminé le tableau pour savoir s'il vaut le coup, s'il est vraiment... s'il vaut le coup de sortir de l'atelier et si on va l'assumer à long terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de tableaux qu'on détruit parce qu'au bout d'un an, on voit que non, ça ne fonctionne pas en fait, ce tableau. C'est des tableaux que tu as exposés déjà et tout ça? Ça t'est arrivé? Moi, j'ai dernièrement détruit pas mal de tableaux. Et en fait, de plus en plus, je m'aperçois qu'il y a un temps de latence qui devrait être nécessaire à ça. Et d'ailleurs, je lisais, je crois que c'est Bacon qui dit on a détruit énormément de merveilles, et puis 5 ans après, on refait exactement ce qu'on a détruit, mais parce que dans ces 5 ans, il s'est passé des choses qui nous ont amenés à ce que ce soit le moment de retravailler ça, quoi. Le Kairos. Je me posais juste une question par rapport à ce que tu disais, parce que tu disais c'est le temps de la réflexion, mais je me demande si c'est pas juste le temps du regard, en fait. Parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je sais que quand je suis face à une deadline comme ça, finalement, je me prends pour un semi-dieu, que ça y est, je suis un génie, ça se passe. Et puis après, finalement, j'arrive à plus rien voir. Et c'est là où j'aimerais avoir une semaine de plus, juste pour ne plus regarder et revenir dessus. Alors, j'essaye des trucs, genre mettre un miroir, par exemple. Renverser le tableau. Ouais, faire semblant de... Ah, tiens, j'entre dans mon atelier. Oh, tiens, j'avais pas vu, c'est incroyable. C'est génial. C'est de se faire des petites manipulations comme ça. Et donc, je pense que c'est le temps du regard dont on a besoin. Mais ce qui est incroyable, c'est que... D'ailleurs, t'en parlais dès le début par rapport au fait que tu recouvres tes tableaux. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi auparavant. Et aujourd'hui, j'ai du regret par rapport à ça. Et ça... Pourquoi t'as du regret? Parce que ces tableaux ont disparu. Ah oui. Ils ont été recouverts. Et je me demandais, parce que toi, tu affiches, tu montres quand même qu'est-ce qu'étaient tes tableaux avant d'être recouverts. Là, tout à l'heure, on a vu des photos défiler. Alors, en fait, justement, c'est que j'ai recouvert des tableaux que je n'ai pas forcément montrés. Ok, mais dans les photos qui étaient là, tu les as montrées? Non, ceux-là, ils existent toujours. Ah, ok, d'accord, ok. Mais non, justement, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux dont je ne suis pas sûre et que je laisse en attente à l'atelier. Et donc, c'est souvent ceux-là que je recouvre. Et c'est pour ça que je n'ai pas tellement de regrets en général. Quand j'ai recouvert un tableau, je crois que je regrette aucun des tableaux recouverts parce que justement, si je les ai recouverts, c'est que je savais qu'ils ne tenaient pas. Oui, je pense que la question du temps, elle est liée aussi à ça, quand est-ce qu'un tableau, la fameuse question, quand est-ce qu'un tableau est terminé, à quel moment on le travaille trop, à quel moment un tableau est trop travaillé, ça c'est super. Et quand on parlait de sacrifice, il y a aussi le moment où on a oublié l'effort qu'on a fait pour faire le tableau. Je sais pas si ça c'est... Ce moment-là, il est hyper important. Bah oui, parce que d'un coup c'est un moment de légèreté par rapport à, justement de fraîcheur, tu retrouves une fraîcheur par rapport à ton tableau qui est
Enfin, des fois, il y a des petits moments de souffrance, hein, il y a des petits coins où on dit, voilà, j'ai vraiment souffert à cet endroit-là, mais... Oui, mais il suffit de partir ou de le retourner plusieurs semaines, et la souffrance vécue dans cet endroit-là disparaît, et après, on peut prendre une décision clairvoyante, en fait. On voit mieux ce qu'il faut faire, quitte à enlever le moment de labeur. Mais c'est vrai. Vas-y. Après ça, c'est aussi très beau. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette sensation-là, quand ça se passe bien, hein, je veux dire, quand c'est pas l'affolement général, c'est que parfois, ça ressemble un peu, une exposition ressemble un peu à un arbre, et tu as l'impression que les tableaux se remplissent et tombent exactement comme un fruit d'un arbre quand ils doivent tomber. Et ça, c'est assez agréable, ce truc-là. Et quand il y a plusieurs tableaux, c'est un peu comme si c'était différents fruits. Tu sens aussi qu'il y a des tableaux qui, bah voilà, que tu vas pas montrer ou que tu vas un peu mettre de côté. Enfin, après ça, s'il y a la quantité suffisante. Mais de l'autre côté, c'est assez génial, cette espèce de sensation où toute l'énergie que tu mets dedans... comment dire, t'as un moment de stress, mais ça se ralentit, à la fin c'est plein. Il y a aussi le fait que parfois tu peux pas revenir sur un tableau parce que justement il est tombé, quoi. Marlène, peut-être, comme on parle de pommes qui tombent, je pense à des tableaux. Justement, j'en fais plus de pommes. Ah bon, voilà. Non, en fait, pour reparler des deadlines, etc., Ouais. moi, j'aime pas du tout être dans l'urgence. C'est quelque chose qui me panique. C'est effroyable. Mais quand tu fais des expositions souvent très généreuses, où il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des installations, des Oui, sculptures, des machins. après, ça, Donc c'est mon travail aussi qui demande ça. C'est que mon travail, il est généreux, il est charnel, et que 3 tableaux sur un mur, ça marche pas, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, je me fais des rétro-plannings. Pour le coup, je suis une vraie ouvrière, et je me lève toujours à la même heure. Bon, ouais, de toute façon, j'ai toujours été très, travailleuse. Oui, travailleuse, mais c'est surtout que je suis réglée, quoi, comme du papier à musique. Mais bon, quand il y a des deadlines, je travaille carrément mes peintures au centimètre pour être sûre que de pas être à la bourre. Ah oui, tu te dis, j'ai une semaine, 1 centimètre, c'est tel temps, et tout ça, quoi. Ouais. Okay. Chaque jour, j'ai... je dois faire 20 cm, 30. Ouais, je te jure. Ouais. Et donc, du coup, comme j'aime pas... voilà. Donc, j'ai un rétro-planning. Pendant une journée, je dois faire ça. Pendant une journée, je dois faire ça, etc., etc., etc. Ce qui devient un vrai travail. Mais en même temps, être artiste, c'est aussi des objectifs à atteindre au niveau des dates. Et il y a peut-être une gestion aussi dont on peut parler. Je pense qu'elle est assez proche. Je pense à ça parce que je vous vois tous les trois avec Laurent et Maud et tout ça. C'est le côté petit format, grand format. Parce que évidemment, c'est pas le même temps, petit format, grand format. Et c'est vrai qu'un petit format sur un grand mur, ça va, ça tient. Voilà. Donc il y a quand même ce truc-là de trouver Ah, peut-être pas d'accord. Non, mais c'est de trouver des manières aussi de s'en sortir par rapport à ces trucs de temps. Je pense à toi qui as fait une série des yeux... Quand tu remplis la galerie Suzanne Taraziev, qui est quand même une très grande galerie, c'est pas que des grands formats, parce que ce serait... Oui, mais en même temps, ça fait un rythme. Pour parler du temps, moi j'ai mis 5-6 ans à sortir des petits formats. Ouais, je l'ai trouvé, ça allait pas. Et je me disais, c'est pas possible, il me semblait que j'arrivais, moi j'étais plutôt OK avec les grands formats, parce qu'il y a un rapport physique, il y a une danse, il y a un effet. Et les petits, si ça marche pas... soit c'est une petite bombe ou un punctum, soit c'est poubelle. Et moi, je trouve que les petits tableaux sont parfois bien plus durs à faire que des grands. Oui, c'est vrai qu'il y a Van Eyck. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Toi, des fois, ça te... difficile, les petits tableaux. Et d'ailleurs, pour moi, les petits tableaux prennent peut-être plus de temps que les grands. Mais je voulais juste encore, parce que je voulais en placer une autre tout à l'heure, par rapport au fait de recouvrir les tableaux, parce que ça nous amène à la question des fantômes. Par rapport au temps, je veux dire que tes tableaux évoluent et changent aussi au fil du temps, parce que les choses réapparaissent peut-être longtemps après que le tableau soit terminé, du coup. Excuse-moi. Les sous-couches qui remontent comme ça sur le... Ben oui, c'est quelque chose de magique, le fantôme, dans la peinture, enfin dans l'histoire de l'art occidental. Quand on voit un lévrier qui a été recouvert en 1400, je sais pas, puis d'un coup il réapparaît. Qu'est-ce qu'on va voir, Maud, dans tes tableaux? Non, mais justement, on s'en sert de ça. Et de toute façon, en peinture, en fait, chaque couche est visible. C'est-à-dire que chaque couche laisse une trace sur la surface du tableau. C'est ça qui
qui est beau. Mais justement, moi, sur cette temporalité, et notamment sur les petits formats, j'ai effectivement des petits formats qui vont arriver tout de suite, et puis des petits formats qui vont avoir 10 autres petits formats en dessous. Donc c'est effectivement très, très, très différent à chaque fois, et c'est formidable. Mais c'est justement, je reviens encore à cette question, quoi, à quel moment on s'arrête. Et par exemple, je lisais le livre de Marie Dariussec sur Paula Modersohn-Becker, et elle disait que, en fait, elle cherchait, enfin, dans une lettre, elle explique qu'elle cherche à ralentir, à passer plus de temps sur un tableau, parce que justement, effectivement, des fois, ça arrive tout de suite, et on est presque frustré parce que ça arrive trop vite, et qu'on a l'impression que ça manque d'épaisseur. Et elle dit, et en même temps, s'attarder trop sur un tableau, c'est peut-être aussi tout gâcher, quoi. Enfin, tout aller trop loin et qu'il soit trop chargé, quoi. Donc moi, c'est ces questions-là aussi qui m'intéressent, et le risque qu'on va prendre, en fait, à... Balzac, Comment ? On pourrait parler du chef-d'œuvre inconnu de Balzac avec Frénofer, le peintre qui peint trop et qui tombe dans l'invue à force de peindre son tableau, quoi. Et alors, on va faire un petit jeu, c'est un peu bizarre, on va parler de pognon. Parce que le temps c'est de l'argent, c'est aussi ça. Et est-ce que vous avez l'impression que la contrainte financière ou la contrainte du fait de devoir produire des tableaux abîme votre peinture ? Est-ce que si je vous donne 50 000 €, vous allez au même rythme ? Je fais un peu l'américaine. Au même rythme. Si je vous donne 50 000 €, est-ce que vous peignez au même rythme ? C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que vous êtes contraint dans votre vie d'artiste, parce que vous êtes des artistes professionnels qui gagnent de l'argent avec votre travail, vous êtes quand même contraint à une production que vous préféreriez plus douce. C'est pour introduire après. Ouais. Moi, je crois que l'idée, c'est de faire plier les autres à notre rythme. Ouais. Et que un tableau... C'est dans l'autre sens, comme dit Apollonia. Ouais. Et il y a des gens avec qui on travaille qui respectent ça, et évidemment, on reste proche d'eux. Et d'autres qui ont un peu plus de mal à l'entendre, et en général, soit on s'en accommode, soit on fuit. D'accord. Mais un tableau, il a son temps à lui, et on peut pousser au maximum, mais à un moment, il a son temps à lui. Il y a une sorte de dépose et de sédimentation. Donc ça vous arrive de faire des sacrifices par rapport pour le coup, pour dire non, cette exposition, je peux pas la faire, j'ai pas le temps. Bah alors en général, on s'y prend à l'avance. Moi qui acquiesce, Laurent aussi. Ouais. Vous avez annulé, vous, des expos quoi, Moi, oui, tout le temps. Pas annulé, mais en tout cas pas s'engager sur quelque chose. Je pense qu'on l'a tous fait. Après ça, c'est aussi... Après, les gens sont pas forcément informés aussi. C'est que ça arrive plein de fois qu'on te demande 10 tableaux en un mois ou des choses comme ça. Mais c'est aussi quand même une activité complètement relationnelle. Moi, plutôt que de poser ça en termes de temps qu'on se doit ou de temps qui serait pris par l'argent ou je sais pas quoi, j'aurais temps qu'on se doit et temps dérobé. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui est très important, c'est que la peinture reste dans une relation, en fait. C'est-à-dire que si tu sais que ce que tu fais va être vu par des gens que tu aimes, c'est ça qui va te tenir en termes de qualité. Et par contre, si tu te fais complètement aliéner et bouffer là-dedans et que tu deviens complètement seul, après ça, ça peut être très bien aussi. Hein. Il y a des beaux exemples d'artistes solitaires. Mais l'important, c'est que ton activité ne soit pas aliénée. Donc, et du coup, aliéné, il y a une idée de lien, je pense, dans le mot. Donc, pour moi, c'est la relation de ta peinture à des gens, au monde, mais ça ne veut rien dire, donc à des gens, qui fait l'enjeu de... Enfin, je ne sais pas comment dire, le nerf de la guerre est là, en fait, pour moi. Okay. C'est très juste ce que tu dis. C'est beau. Mon pauvre Thomas, on a évité de parler d'argent, du coup. Non, mais j'ai bien vu que c'était... J'y viendrai un jour. On fera peut-être une table ronde exprès, mais ça m'amusait de parler d'argent aussi directement. L'autre question, c'est la question du temps sous contrainte. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on se retrouve à faire des résidences. Donc je pense à Maud Maris qui a fait une résidence à Saint-Ange, ça s'appelle, les résidences. Je pense à Romain Bernini et Apollonia Sokol qui ont fait la Villa Médicis. Je pense à Laurent Proux qui a fait la Casa Velasquez. Alors, la Villa Médicis ou la Casa Velasquez, c'est 1 an, donc c'est 1 an contraint, donc c'est vraiment 365 jours. Et je pense à toi, Marilène, qui a fait une résidence de 6 ans à la Manufacture de Sèvres. Donc voilà, c'est un autre temps encore. Voilà. Donc peut-être que, Laurent, tu pourrais peut-être commencer à en parler, parce que tu as fait une exposition chez Sémios, c'était en septembre dernier, je crois, qui était vraiment une réussite. Et je trouve que ce qui faisait cette réussite aussi, c'est pas que toi, c'est aussi le fait d'avoir eu 1 an tranquille à la Casa Velasquez pour faire cette expo. Enfin, ça se sentait qu'il y avait un truc de temps comme ça, justement de
ça respirait, quoi. Voilà. Il n'y a pas ce côté, des fois, il y a des expositions un peu étouffées ou des choses comme ça. Là, il y avait vraiment de l'air qui était passé, quoi. Oui, la métaphore de l'arbre, elle vient de là, hein, le côté exposition récolte de fruits. Il y avait un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est une drôle de situation, vraiment, pour décrire cette résidence. Vous êtes dans une sorte dans des ateliers avec une villa, enfin un palais, comme ça, des jardins à l'italienne, avec des cyprès. Il y a quelque chose d'un peu délirant, mais aussi d'un peu monastique, parce que vous êtes un peu loin de la ville. Et moi, je sais que vraiment dans les premiers temps de ce truc, c'est à la fois quelque chose de complètement merveilleux, et en même temps, on a envie de s'en aller en courant, quoi. Parce qu'on se retrouve complètement coincé dans cette espèce de décor de château, je sais pas comment dire, un peu La Belle et la Bête, cette espèce d'univers comme ça, un peu étrange, un peu fantastique. Et moi, je sais que ce que ça a produit dans mon travail, c'est que bah oui, effectivement, j'étais extrêmement libre de travailler à mon rythme, mais après ça, en même temps, effectivement, on a un peu l'habitude, je pense souvent quand on est peintre, de beaucoup travailler, donc du coup, je travaillais beaucoup. Mais par contre, j'adorais aller prendre des choses, de récupérer des branches d'arbres, me balader, amener des éléments dans l'atelier et commencer à construire une espèce de décor, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, oui, ce que je pourrais dire, c'est que justement, cette Casa de Velázquez, ça a commencé à devenir un décor pour la peinture. Il y a eu quelque chose comme ça. Et dans les derniers mois, tu avais une pression particulière, à savoir que le temps allait se finir. C'est-à-dire que toi, il te reste 3 mois, il te reste 2 mois, il te reste 1 mois. Enfin, il y a ce truc-là quand même. Alors, il y a une dramaturgie avec les amis en plus chaud, en qui plus. y étaient. Effectivement, on a l'impression qu'on va être chassé du paradis. Mais d'un autre côté, moi, j'étais soulagé. Enfin, j'étais content que ça se finisse aussi. Parce que, justement, ça avait ce côté-là. Je savais qu'il allait y avoir l'exposition. J'étais un peu pressé de rentrer, je dirais, dans le monde, parce que il y avait quelque chose d'un peu monastique dans cette expérience. Et toi, Romain, donc c'était 1 an à la Villa Médicis dans l'atelier d'Ingres, qui était mon atelier, mais bon, voilà, après tu l'avais fait avant. 1 an et demi, toi en plus. Salaud. Moi, je l'ai vécu un peu différemment. Pour moi, c'était un moment absolument incroyable, mais inquiet. Parce que l'atelier d'Ingres, parce que tous les fantômes de l'histoire. À 300 mètres, il y a Popolo avec les Caravages. Enfin bon, c'est du délire. Piazza del Popolo. Ouais. Et à un moment, moi, assez vite, Éric de Chasset, qui était à l'époque le directeur de la villa, m'avait dit un truc que je n'ai pas compris tout de suite. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, les meilleurs tableaux, les meilleures œuvres que font les pensionnaires sont l'année suivante de leur départ. Je dis, ah mais non, c'est pas possible, c'est maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait cette inquiétude de faire, il faut vraiment que quelque chose se passe. Enfin, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça ou à Polonia, là-bas à la villa, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et plus on est volontaire là-dedans, moins il se passe quelque chose. Donc moi, ça a été effectivement après, au fin fond du Limousin, où il s'est passé des choses. Toi, je crois qu'à Polonia, tu as moins bien vécu l'expérience. Il faut peut-être qui t'a pas plu ou ouais. Moi, j'ai absolument détesté la Villa Médicis. Mais bon, c'est quand même assez chouette que j'ai été sélectionnée pour ça, que j'ai postulé pendant le Covid, donc je m'ennuyais, donc il se trouve que je l'ai eu, c'était cool. Mais je trouve que c'est très très étrange comme concept, en général celui des résidences, d'aller prendre des gens, les mettre en dehors de chez eux, dans un espace où on pourrait peut-être les observer, les juger, leur faire des dîners, voilà, c'est un petit peu, il y a ce truc... Ta bande, quoi. T'as voulu pas être seul et être avec ta bande ou un truc comme ça, plus vivant? Ah non, mais même pas. Toutes les résidences que j'ai faites, j'ai assez mal vécu. On en voit une d'ailleurs dans le film, encore une fois pour en reparler. De Golub. De Golub. Le seul moment que j'avais d'intimité finalement dans une résidence, qui est encore une fois un de ces châteaux pompeux. Alors on n'a pas d'argent, on est hyper précaire, puis on se retrouve... chez des ultra riches. Alors oui, Villa Médicis, on a de l'argent, c'est pas. Oui, alors voilà. D'ailleurs, je pense que les gens restent à la Villa Médicis parce qu'ils sont payés, quoi. Parce qu'autrement, c'est pas possible. J'ai adoré cette année. Et en fait, le seul endroit que j'ai trouvé dans cette autre résidence pour être seule et pour pleurer, finalement, c'était au fond de la piscine, quoi. Heureusement, Decathlon avait sorti des masques. Non, Tintin.
Mais donc, pour moi, je trouve que le temps de la résidence, c'est un temps de violence, en fait. Et puis, on devrait, en tant qu'artiste, être à la merci de ces mécènes qui nous accordent voilà, cette espèce de parenthèse pour nous sortir de notre univers. Je trouve ça assez dur, en vérité. Et la Villa Médicis, je me suis enfuie de là-bas. Je suis quand même restée assez longtemps parce qu'il y avait ce truc que si on ne restait pas jusqu'au bout, on n'était pas payé. Donc il y avait quand même ce truc, je pars, je reste, je sais pas. Une petite pensée pour Camille Koscieri. Mais c'est vrai qu'aussi il faisait vraiment trop chaud, quoi. Ah oui. Je supporte pas la chaleur. Non, ça, c'est vrai qu'il faisait chaud. Alors la chaleur, c'est vraiment pas le temps du travail. Ça, dès qu'il fait chaud. Alors en plus, il faut savoir qu'à la Villa Médicis. En slip la nuit, c'est bien, il y a des moustiques. Ah ouais, non, mais c'est insupportable. C'est dans le parc, donc déjà, la Villa Médicis, c'est quand même un délire. Alors il faut savoir que pour entrer dans la Villa Médicis, il faut passer par une toute petite porte qui est devant. Et quand on ouvre cette toute petite porte, donc il faut se baisser. Devant Louis XIV. Devant le portrait de Louis XIV, habillé en César, qui a quand même le pied sur la terre. Donc ça nous met dans une position. Apollonia, t'as postulé ou on t'a... Alors c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'à chaque fois que je participais à des débats, parce qu'il y a bien évidemment des débats, des dîners, tout ça, où on discute, des salons. Ça m'arrivait donc de parler de ces choses-là. Qu'est-ce que c'est finalement de parler de Zineb Sedira avec Zineb Sedira, du colonialisme face à des énormes tapisseries coloniales, tu vois, c'est quand même quelque chose, quoi, d'être dans cette situation-là. Et toujours, il y avait quelqu'un qui se levait en disant « Mais Apollonia, tu as postulé, t'as demandé à être là quand même. » Ah oui. Et en fait, oui. Mais la France, c'est moi aussi, et c'est pas genre tu l'aimes ou tu la quittes, quoi. Genre, c'est un truc qui fait partie, qui est ministériel. Enfin, j'ai tout à fait ma place d'être là, et j'ai ma place de le critiquer parce que c'est mon monde aussi. Donc, je dis pas ça envers toi, mais bien évidemment que j'ai postulé. Bien évidemment que je suis à ma place. Tu avais même le droit de découvrir l'endroit une fois que tu y étais. Tu peux pas deviner comment ça se passe. Et puis d'en parler, tu vois, et de pas, de me sentir mal à l'aise face à la statue de Colbert, parce que je suis quand même partie des gens qui ont lu le Code Noir. Donc c'était difficile à vivre. Toutes ces choses-là. On parle pas du Code Noir, s'il vous plaît. Non, on va passer là-dessus. Mais c'était super intéressant. Mais merci de m'avoir quand même pris à la Villa Médicis sur les gens qui... Et j'adore tous mes mécènes et tous les gens qui me collectionnent, et ça, je suis infiniment remerciante. Et voilà. J'ai des trucs sympas aussi à dire. Non, mais peut-être que ça va pas à Apollonia, la contrainte justement, surtout du temps, encore une fois contraint, ce truc-là d'un peu enfantin où on est dans une boîte. C'est compliqué. Mais Bergman, il le montre dans L'heure du loup. Enfin, c'est quand même un dispositif compliqué, celui d'avoir à être du divertissement d'une façon aussi directe. Oui. Tu arrives pour une résidence, tu as 90 jours, et d'un coup, il y a une certaine pression quand même, parce que tu dis 90 jours, que ça serve à quelque chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des résidences où il y a une exposition à la fin, et d'autres qui n'ont pas d'obligation de résultat entre guillemets, quoi. Et donc effectivement ça correspond plus ou moins au travail de chacun. Et là ce que je voudrais dire justement, c'est que en fait moi dans les résidences, ce qui me posait pas tellement de problèmes, c'est justement le fait que j'avais ce protocole et la photographie. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, comme je savais à peu près où j'allais, même si y avait une liberté à l'intérieur de ce protocole, je pouvais, en fait, ce travail pouvait s'adapter facilement aux résidences et surtout le lieu, le contexte, amener des choses au travail. Et c'était ça qui m'intéressait dans les résidences. Maintenant, aujourd'hui, faire une résidence, je sais pas si je pourrais... Si je pourrais constituer une exposition à la fin de cette résidence. Enfin, il y a un truc d'élasticité du temps qui est complètement différent maintenant. Et là, en parlant d'élasticité, donc Marlène, tu as fait une résidence de 6 ans. C'est à peu près, à mon avis, mon rêve. En fait, pas vraiment. Oui, parce que c'était un manufacture de Sèvres et tu fais de la peinture et de la sculpture. Voilà, c'est ça. C'était une semaine peinture, une semaine sculpture. Comme il n'y a pas pour moi, la peinture est indissociable à la sculpture. Du coup, j'avais décidé de faire une semaine dans mon atelier et une semaine à l'atelier de Sèvres, enfin à l'atelier de la manufacture de Sèvres. Mais moi, j'ai vraiment adoré cette expérience parce que tout de même, même si je suis très solitaire, je souffre énormément de la solitude à l'atelier et que je sors très très peu.
et que pendant cette période, eh bien, il y avait une relation qui était presque familiale. D'ailleurs, un des artisans d'art est maintenant le parrain de mon fils. Et puis aussi de cette contrainte-là, parce que c'est une contrainte de rentrer dans une famille qu'on ne connaît pas, est-ce qu'ils vont nous accueillir, est-ce qu'on va bien s'entendre avec eux, etc. Et qu'il y a toute une histoire derrière avec laquelle on peut ou pas communiquer, ou on sait comment communiquer. Bon, moi, j'ai mis du temps avant. En fait, moi, ça s'est joué un peu dans le hasard. J'avais un atelier où il y avait des moules en plâtre et qui correspondaient en fait à des scènes de chasse de l'histoire des sculptures de la manufacture, et je les utilisais pour créer un dialogue avec mon univers en fait. Et tu m'as dit que tu avais été aussi fascinée par le fait qu'ils peuvent passer Oui, 36 mois pour faire une boucle de céramique ou des choses comme ça. C'est ça, mais 6 ans, c'était vraiment limite trop. C'est-à-dire que les ouvriers étaient vraiment dans leur truc. Parce que moi, je faisais partie de la famille, du coup, je faisais partie des murs, quoi. Ils me laissaient même les clés pour finir à 3h du matin. Enfin, bon, bref. Mais comme le temps est complètement... c'est très loin, c'est assez loin d'une route à Paris. Voilà, c'est Pont-de-Sèvres, comme ça, c'est Paris, assez isolé. Aujourd'hui, et la manufacture de Sèvres, enfin, je veux dire, ça, c'est une autre époque, c'est un autre monde. Et donc, du coup, je me suis autorisée à ce temps-là. Est-ce que c'était bon pour mon travail ? Franchement, je sais pas. Okay. Je pourrais pas le dire. Mais après, à côté de ça, de cette contrainte, naît aussi une liberté de quelque chose qui est non acquis. Et est-ce que la peinture doit être forcément bonne ou les œuvres doivent être forcément bonnes ? C'est plutôt le trajet qui est intéressant. Et alors, je voulais finir, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais je voulais quand même passer cette question-là, qui est la question du grand temps, du jeu existentiel de la peinture, qui est quand même un jeu où vous jouez avec votre vie, quoi. C'est-à-dire que, je suis désolé, là, on est à peu près tous de la même génération, et on est, par rapport enfin, en tout cas des mêmes âges, et donc là, on en est au milieu, à peu près, si on est gentil, si on est cruel. Pas toi, mais nous un petit peu plus, quoi. Et donc la question c'est, est-ce que vous pensez à ces choses-là, c'est-à-dire la mort ? Ouais, le fait que ça peut s'arrêter. Je sais que toi t'y penses parce que j'ai vu ton film, mais est-ce que vous pensez ça sur 20 ans ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites qu'est-ce que je ferai dans 30 ans ? Je pense à ça parce que j'ai des écrits, mais j'ai pas le temps de vous les lire, sur je sais pas, 2 gars qui se disent voilà, j'ai 50 ans, je suis célibataire, je suis tout seul, j'ai même plus l'énergie pour arriver à faire des tableaux. Vraiment, je suis un loser. Enfin, il décrit ça de manière très drôle. Je pense à Bacon qui dit que tous les jours il se lève le matin en étant surpris d'être encore en vie. Et qui voit le monde comme ça, on est comme une pièce qui tourne entre la vie et la mort, et qu'il peut voir les gens tomber, ce que tu disais sur le fait qu'on a un âge où les gens meurent aussi. Donc voilà, est-ce que c'est un truc qui compte dans votre peinture, c'est-à-dire d'un coup se dire, je sais pas, je vous dis ça, par exemple, j'ai dit ça récemment à François Boiron, qui a une maison de campagne, ça, je lui ai dit, mais fais gaffe, il ne te reste pas beaucoup de temps là pour faire des tableaux, allez. Non mais voilà, c'est un engagement, c'est une vraie question, c'est est-ce que c'est une chose qui vous réveille aussi, qui peut aussi vous angoisser et vous faire travailler, ou pas du tout, il n'y a que moi qui est angoissé par la mort. En fait, moi je rêverais que quelqu'un continue à faire mon travail après ma mort. Donc tu voudrais une armada d'assistants que tu as formés et qui se formeraient comme ça, comme non, mais j'ai pas d'assistant, mais après comme ça reste venir, vous pouvez postuler, écrivez à Marlène. Comme c'est un monde. Le monde, il est sans fin. Enfin, je veux dire, ça peut être repris. Okay. Mais bon, après, c'est un fantasme. Maud Maris, la mort. Non, mais c'est vrai. On a un peu le fantasme de savoir ce qu'on fera en dernier, en fait. À quoi ressemblera notre travail juste avant notre mort. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de savoir, parce qu'on s'arrêterait de peindre. Voilà. C'est ce genre d'angoisse que je peux avoir, mais... Romain, tes angoisses ? Alors moi, j'ai carrément calculé à peu près le nombre de tableaux que je pourrais encore faire avant. Combien ? Alors ça dépend si j'ai de l'énergie ou pas, mais il m'en reste peut-être 800. Ah, 800 c'est pas beaucoup. À moins que je change de technique et tout. 800, par contre, je sais à peu près, c'est assez drôle parce que je vois à peu près les tout derniers. Ok.
Voilà. C'est le contraire de Maud, alors. Laurent ? Moi, la mort, ouais. Non, je sais pas. Alors, on peut pas parler d'argent ni de mort. De Voilà. quoi on parle, je veux dire, Non, ça non, va. moi, je serais plutôt de l'école Bacon, surpris d'être là. Et d'une certaine façon aussi, j'ai comment dire, moi je suis quelqu'un d'assez hypocondriaque, mais quand je peins, je vais très très bien. Donc du coup, je vis d'une vie multipliée dans ces moments-là. Et donc du coup, oui, non, je j'arrive pas du tout à quantifier, à penser au dernier tableau ou à quantifier la quantité de tableaux. Par contre, je suis plutôt dans l'idée d'une comment dire, ça rejoint ce que je vous disais au début, d'une peinture qui continue d'une peinture à l'autre en fait. Quelque part, j'ai l'impression que plus ça va, plus un peu comme ces mouvements de balancier, ça traverse un tableau et en fait du coup. Mais ça se fait tranquillement. Il y a pas de doute sur le fait que ça va. T'auras peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça, quoi. Alors si, à un moment, je prenais l'avion pour aller travailler, je détestais ça, et j'essayais de finir au bon moment le tableau, au cas où l'avion s'écrase, histoire de pas laisser un truc trop minable. T'es pas inquiet pour ta vie, t'es inquiet pour ton œuvre. En termes de névrose, j'ai fait ça. Apollonia ? Moi, je me reconnais dans ce que tu viens juste de dire par rapport à l'avion. Pendant longtemps, j'avais les mains moites en disant merde, je peux pas mourir maintenant, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, bon, tout à l'heure on parlait du sacrifice. Moi, j'ai pas envie de parler du sacrifice comme ça, mais c'est vrai que pendant longtemps dans ma vie, je me suis dit bon, je vais pas avoir d'enfants parce que je vais être peintre. Bon, on peut très bien avoir des enfants et être peintre, voilà, c'est bon. Bon, aujourd'hui, je veux toujours pas avoir d'enfants, alors on me demande mais pourquoi ? Et puis finalement, c'est quand même, je sais pas, on est en pleine dans destruction massive de la terre. On parle de peinture, on fait référence à une histoire avec une espèce d'idéologie comme quoi les ressources sont inépuisables et qu'on peut continuer à justement faire se reproduire des êtres, que ce soit la faune et la flore, et l'exploiter à vita aeternam. Clairement, on est arrivé dans une nouvelle période où on doit quand même faire face au fait que c'est plus d'actualité. En tous les cas, ces idées-là, elles sont plus réelles, quoi. Enfin, elles sont plus, elles sont plus pertinentes. Excuse-moi. Et donc, de la même façon, je serais plutôt satisfaite de mourir maintenant. Ce soir. Voilà. Non, mais c'est sous vrai. applaudissements. Non, mais c'est vrai, et c'est pas grave. Tu vois, Oui. et c'est vraiment pas grave. Et ça rejoint donc le fait que je ne veux pas avoir d'enfants, mais ça rejoint aussi le fait que je peins pour le présent et avec le présent. Et quand moi j'ai commencé l'école et que je me suis lancée dans ce truc de l'académisme, parce que en venant quand même de l'underground et de ce qui était l'autodidacte, on va dire. Là, j'arrive aux Beaux-Arts de Paris, puis après la vie de la Médicis, comme on parlait de ça tout à l'heure. Voilà, on nous dit, voilà, vous rentrez dans les pas des grands maîtres. Un historicisme comme ça, ouais. Voilà, vous êtes le futur post-mortem. C'est un peu ça qu'on nous... Mais c'est plus du tout d'actualité. Mais ça, c'est pour vous dire que ça vous fait de la pub après. Ça nous fait de la pub. Ouais, non, mais j'y crois plus du tout, quoi. Pour moi, franchement, si je meurs aujourd'hui, c'est cool parce que j'ai fait un retable qui parle de féminisme intersectionnel. Enfin, c'est super, quoi, ça va. Mais moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis, Apollonia. Moi, je trouve en fait, la peinture, c'est des instants d'éternité. C'est vraiment des instants d'éternité. C'est Georges Braque qui dit ça. Nous n'aurons jamais de repos. Le présent est éternel. Exactement. Mais ça va brûler, quoi. Mais alors, par contre, ces instants d'éternité vont brûler quand la Terre va brûler. Alors, pendant on parle des dérives climatiques, c'est un sujet que j'adore, donc je me permets de pousser le truc. Ouais. C'est qu'il y a d'un coup, il y a un problème quand même, on va dire presque métaphysique en tant que peintre. C'est que vous faites des tableaux qui vont durer, qui sont faits pour durer. Quand même, l'idée, c'est quand même que quand vous êtes mort, ils restent là. Qu'est-ce que c'est que de faire des tableaux si on considère qu'il n'y aura plus de regardeurs plus tard pour regarder ces tableaux ? Justement, c'est plus l'idée, Thomas. C'est une question que je pose, justement, je te demande. C'est des gens comme, je pense à Jean Clarac, qui d'un coup a passé un an presque à pas peindre, en disant, en fait, j'y crois tellement plus que je vois pas pourquoi je peindrais. Donc toi, si tu fais des tableaux, tu fais des tableaux pour le présent, pour le ici et maintenant tout de suite, et puis voilà, le reste, on s'en fiche. Bon, il est temps que Jean se remette à la peinture. Non mais Sermi fait une exposition chez Sultana bientôt là. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie de la souffrance et du deuil à partir du moment où on comprend que qu'on n'est pas juste climato-sceptique, mais qu'on fait vraiment face à une fin de choses, parce que l'art c'est une histoire de foi en fait. Donc on croit, on a vraiment cru, on a eu foi en toute cette beauté. Voilà, mais au sacrifice, ouais. Ouais,
mais voilà, donc quand il n'y croit plus, bon ben voilà, alors il a fait une dépression d'1 an, mais heureusement il s'est remis à la peinture, et puis parce que ça lui fait du bien de peindre. Oui, mais moi je trouve que c'est aussi de l'ordre de la dignité humaine que de faire des tableaux en considérant qu'il va y avoir il y aura des humains après. Non, d'accord. Bon bah sur c'est une bonne conclusion. Donc est-ce que vous avez des questions dans le public, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, donc si Francine, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours la première la plus difficile. N'hésitez pas. Sana, pose une question s'il te plaît. Je t'affiche devant tout le monde. Alors, on veut une question avec un micro, parce qu'en fait, comme là, on va être filmé et qu'après on va les mettre sur YouTube, et ben on a besoin d'avoir le son des gens, sinon on va pas vous entendre et ça peut être marrant. Bonsoir. Merci. Ça marche? Oui. Ça marche très bien. Je voulais savoir, quand vous avez une exposition dans les jours prochains, est-ce que c'est vous qui choisissez les tableaux que vous allez exposer? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous exposez? On essaie de garder le contrôle un maximum, non? Alors ça, on te voit dans le film de Léa Goloub. On te voit être pas sûr de tes tableaux des fois. Bah, tant qu'il y a du doute, c'est que faut c'est les bien, assumer. non? Je pense. Alors oui, on décide, enfin moi je décide et je dirais même faites attention quand on commence à plus à remettre cette décision en question. C'est vrai. Et voilà, là faut partir. Et en ce qui me concerne, en fait, je vois les expositions un peu comme des grandes peintures. Et donc, du coup, je prépare mon exposition avant même que les tableaux soient faits. Donc en gros, il n'y a pas de négociation possible, puisque, en fait, ça reste une peinture en tant que telle. Donc, si j'enlève une couleur, bah, il manquera cette couleur à cette peinture. Donc non, le galeriste n'a pas trop son mot à dire. Mais ça arrive aussi de peindre pour un espace, qui est toujours... Moi, je trouve commande. Non, mais c'est-à-dire que tu sais que tu fais une expo dans un certain espace, et d'un coup, de penser les tableaux en fonction de l'espace, ça doit être... Voilà, c'est quand même très agréable aussi. Ça, je pense que toi, tu as dû faire ça avec Sémioz pour l'expo, là, ou pas trop, ou quand même, ouais. Oui, plus ou moins, mais ouais, moi, d'un coup, vous savez, la scénographie, vous faites les tableaux, ils poussent aussi en sachant où est-ce qu'ils vont arriver, quoi. Sauf qu'il y a toujours une surprise. Sauf que tu as toujours un plan que tu imagines extraordinaire et tout ça, waouh, la lumière, bing et tout ça, et ça marche pas du tout dans la réalité. Ça marche à chaque fois. Et donc moi je suis assez souple, mais j'irais dans l'intérêt de l'exposition. C'est-à-dire que je me dis, ça c'est un peu l'expérience, mais l'idée de tout contrôler pour moi est pas forcément la meilleure chose. Parce que, en fait, moi, ma stratégie, c'est que j'essaye de faire plus de tableaux pour pouvoir retirer lentement les plus mauvais, les uns après les autres, jusqu'à ce que je sois content des tableaux. Et ensuite, j'ai plutôt besoin de dialoguer, mais que ça soit avec le galeriste, mais ça peut aussi être avec des amis artistes et tout ça, pour sentir l'exposition et aussi arriver à un point où elle ne m'appartient plus. Ça, c'est très important parce que du coup, ça laisse les gens faire un chemin dans cette expo, quoi. Une autre question, peut-être? Ah, il y en a une là. Déjà, merci pour l'eau. Merci. En fait, moi, j'aimerais parler du temps des vacances. Est-ce que vous l'envisagez, le temps des vacances? Et justement, après, est-ce que ça vous permet d'avoir un autre vécu de l'atelier? Les vacances. Ça n'existe pas. Romain, tu fais rendre des vacances avec tes enfants des fois? Ouais, alors moi j'ai une valise pleine de tubes et de petits formats où je me dis toujours ça va être le moment parfait pour me décaler et voilà et en fait ça marche jamais, les tubes coulent, je flingue tous mes... et je reviens de vacances un peu énervé avec un demi-tableau correct. Donc c'est toujours un moment où je me dis ça va être l'occasion de décaler la peinture, éventuellement de peindre d'après le motif, et puis ça marche jamais, donc je reviens plutôt énervé et remonté. Non, moi je pars pas en vacances si ça n'a pas un rapport avec mon travail en fait. Donc finalement c'est pas des vacances. Enfin, et par contre, Maud, on n'en a pas parlé, mais toi, tu as une spécificité, c'est que tu as deux ateliers. Tu as un atelier parisien et un atelier en Normandie. Ce qui a aussi modifié. Là, en Normandie, c'est assez récent, que tu vis dans la campagne, tu as une maison, tout ça, mais tu es allé jusqu'à trouver l'eau, avoir de l'eau. C'était des gros travaux.
Ça t'a demandé 6 mois de travail d'arriver à avoir cette maison-là. Ça a changé aussi quand même ton rapport à la peinture. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas besoin de partir en vacances, parce que je me déplace déjà tout le temps, donc j'ai pas envie de me déplacer, sauf si c'est pour une exposition évidemment. Mais oui, effectivement, ça change complètement le temps de la peinture. J'ai 2 temps différents. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je change d'espace, à chaque fois, tu parlais presque de routine tout à l'heure installée. Et moi, j'ai vraiment aucune... le temps de ma peinture a toujours dépendu de l'espace dans lequel je travaillais, et donc il a toujours été très, 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 très différent. Laurent, les vacances ? Non, mais c'est à la plage que les artistes pensent à la mort. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, pas de vacances. Crémonini, Marc Desgrands-Champs. Et Apollonia, alors là, par exemple, tu t'es retrouvé à faire une tournée presque mondiale pour ton film. Est-ce que tu n'as pas des frustrations ? Donc c'est presque des vacances, parce que on boit tout le temps, on dit bonjour aux gens, voilà. Non, c'est pas ça. Alors les mondialités, c'est vraiment pas des vacances. C'est fatigant, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand on peint pas, qu'on peint, qu'on peint parce qu'on a besoin d'être seul aussi, qu'on a besoin de cette solitude et de cet ennui. Ouais. Donc là, oui, avec la promotion de ce film, qui a duré plus d'1 an et demi, effectivement, partout à l'international, j'ai pas peint pendant 1 an et demi, quoi. Et ça, s'y arrive. Mais j'ai travaillé. Ah ouais, mais physiquement, ça te manque pas ? Enfin, il y a un truc où... Étrangement, je pensais vraiment que je peignais pour me sauver. Et puis là, tout d'un coup, j'ai arrêté d'être méchante. J'ai changé un petit peu du fait de ne pas avoir peint pendant 1 an et demi. Peut-être que ça m'a fait du bien aussi. Parce que, je sais pas, c'est double tranchant. Il y a aussi une souffrance avec la peinture. Je sais pas, ça va plutôt bien. C'est ça qui me surprend, quoi. Mais t'as peur d'y retourner ou... Alors ouais, je suis là devant la page blanche, effectivement, mais je prépare quelque chose de nouveau. Par contre, les vacances, non, j'ai jamais réussi à prendre de vacances. Ça a peut-être été des questions de précarité, je sais pas, mais c'était pas possible en tous les cas. Et on est toujours à la recherche de plus de temps pour réussir à faire un truc. Donc finalement, si y a un temps qui se libère, ça va être pour faire ce truc. Mais là, dernièrement, j'ai découvert le week-end aussi. Parce que depuis peu, j'enseigne à Caen. Et donc, ça, c'est aussi un autre moment. Voilà, encore une fois, cette question de temps, d'argent, de comment est-ce qu'on fait jongler tous ces trucs. Merde, tu ne vends pas pendant toute une année, tu es en déficit, tu es obligé d'enseigner. C'est génial, tu adores ça. Mais en fait, finalement, on te parle de 8h du matin à 19h non-stop. Pendant au moins 1 semaine, c'est ça, 1 semaine de cours, pendant 5 jours, quoi. Et tu rentres chez toi, t'as mal à la tête. Moi, j'avais pas eu des migraines comme ça depuis l'époque où j'étais au collège, en fait. J'avais vraiment mal à la tête, à force de parler H24. Donc le week-end, ça sert à supporter les gens en faisant une pause des gens, c'est ça ? Mais j'adore mes étudiants, mes étudiantes, c'est pas ça. Mais là, j'ai compris, pendant 2 jours, tu ne peux absolument rien faire. C'est pas possible. Tu peux pas sortir du lit, tout ça. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que les gens qui travaillent ont des week-ends. Voilà. C'est drôle parce que c'est... Mais l'artiste travaille tout le temps. Comme quand il travaille pas, il travaille, en fait. Marlène, ton rapport aux vacances ? Eh bien, je n'aime pas les vacances. Très bien. Mais après, j'ai un fils, donc évidemment, il y a... Colo. Non, j'ai un père. Et un beau-père, une belle-mère. Donc ça c'est très pratique, mais autrement non, je pars très peu. Et puis en fait le problème c'est que comme disait Maud tout à l'heure, c'est que des fois une journée on travaille 5 minutes et que en attendant il y a des expositions qui sont en jeu, etc. Donc ouais, c'est compliqué de trouver, en fait, quand on a... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimais bien quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que je travaillais, pour le coup, pour payer mes études, et que là, du coup, j'avais cette notion de gestion de temps obligatoire. Et c'était vraiment... c'était une faveur, quoi. Parce que, en fait, quand... moi, en l'occurrence, j'ai cette chance-là de ne pas avoir l'obligation de travailler pour gagner ma vie. Mais en fait, je pense qu'on
on perd facilement du temps. Et donc, du coup, on n'a plus le temps de partir en vacances. Moi, je veux juste ajouter un truc par rapport aux vacances, c'est-à-dire que l'été arrive, là, et j'ai très très peur parce que je sais qu'il ne va pas y avoir une canicule, mais sans doute 3 ou 4. Et je suis en train de chercher un endroit où peindre jusqu'à septembre, quoi, de maintenant à septembre, où il fait froid. Voilà, c'est ça, moi, la concession de l'été. Je pourrais me dire, il faut partir à la plage et tout, mais en fait, non, c'est où est-ce qu'on peut travailler. Alors, je suis obligé de la ramener, mais là, je vais faire une résidence dans une église cistercienne du XIIIe siècle, où il fera quoi qu'il arrive frais. Ah, c'est génial, voilà. À Chelles, ouais. Donc c'est vraiment une crapule, si tu veux, je te laisse une petite place. Voilà, c'est très grand. Une dernière question. Une dernière, là-bas, peut-être. Ouais. Parce qu'après, il y a un truc de temps, hein. C'est ça. Après, c'est bon, hein, Francine. Ça va? Ouais. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qui vous fait dire qu'un tableau est fini? C'est le temps ou c'est l'argent, du coup? Alors, le tableau est fini. Pour le temps, pour l'argent, parce qu'on a décidé, parce que d'un coup, de toute façon, il y a une expo à faire. Parce que... moi, je suis assez d'accord avec Laurent. C'est un peu une pomme qui tombe d'un arbre. Après, c'est un peu inexplicable, cette histoire. Moi, j'ai un tableau... Ah, pardon. Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Je pourrais aussi, après, de nouveau rebondir. Mais vas-y, Apollonia. Apollonia. Merci, Madeleine. Bon, c'est bien que ce soit la dernière question. Non, je voulais juste dire que j'ai un tableau, par exemple, que je traîne depuis 10 ans, que j'emmène chaque fois que je pense que je vais exposer, et à chaque fois, je le retouche et il est toujours pas là. C'est juste un exemple. C'est une pomme qui tombe pas, quoi, et qui pourrit, enfin je sais pas, genre qui est... Ça arrive. Donc c'est juste et après, moi, quand on parlait tout à l'heure justement des peintures à détruire ou pas détruire, moi j'aime pas la notion de censure. J'ai gardé toutes mes peintures, même celles que je nomme encore très mauvaises, et depuis une vingtaine d'années, mais dans le fond, j'ai bien fait de les garder parce que je m'aperçois qu'on se trompe. En fait, je me donne l'autorisation de me tromper, quoi. Rodolphe, t'as un truc à rajouter? Ouais, non, mais moi, c'est quand il devient autonome, en fait. Et parfois, tu lui octroies l'autonomie, peut-être un peu trop vite, mais on pourrait continuer à le pousser, mais on sent que... C'est un peu la métaphore de la pomme qui tombe, mais ça y est, quoi. Et puis, il faut arrêter de souffrir à un moment aussi. Il y a une sorte d'épuisement de la main, de l'œil dessus. Et c'est le moment d'arrêter aussi. Ça va? Maud? Margot? C'est pour ça que je répondais pas. Ouais. Non, moi, simplement, un tableau est fini quand je peux rester suffisamment longtemps devant sans le retoucher, sans avoir envie de le retoucher, voilà. Bon, merci à tous d'avoir été ici. Merci à Francine Ridge, Guilou et Nevena Pierre de la DAGP. Merci à Antonin Pérez et Nils Levilan pour la régie. Et Estelle Friedlander pour la vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la DAGP et des Apparences. Merci beaucoup. Merci.